Bonjour, ça va? Aujourd'hui, nous allons traiter plusieurs sujets différents et on va commencer par traiter de la question de la terminologie que j'emploie, achromatique. Ah, ça sonne comme un coup d'épée, hein, mais ça va, c'est une épée verbale, mais elle frappe là où il faut, hein, c'est sûr. Je vais vous montrer et même vous démontrer. Bon, évidemment, quiconque est honnête sait que il n'y a pas de racisme anti-achromatique. Ça n'existe pas, ça ne peut pas exister. Comme je l'ai déjà dit, il peut y avoir des altercations entre deux individus ou même des groupes d'individus, mais il n'y a pas de volonté de la part des Noirs d'exterminer ou d'asservir les achromatiques. C'est une chose inexistante, ça n'existe pas dans le mental du tout. En revanche, l'inverse est bien moins vrai. Donc le racisme, et d'ailleurs à ce propos, détourner le racisme à son profit est encore un acte raciste de la part des achromatiques, hein. Comment ce racisme qui a justifié les pires abominations, ce terme peut-il être employé pour des petites histoires de broutilles de la rue entre deux individus? C'est encore une fois réduire l'acte de barbarie en le ramenant au niveau de l'altercation entre deux individus ou des choses sans aucune espèce d'importance au fond, qui ne concernent pas l'humanité, l'espèce. Donc, le racisme anti-blanc, comme on l'appelle, hein, anti-achromatique, il faut interdire ça, hein. Il faut interdire que ce concept soit mis en évidence, que ces termes soient employés. Parce que je ne pense pas que quand deux personnes se tapent sur la gueule, on parle de Shoah. Tu comprends? C'est très important d'utiliser tous ces exemples, hein, et de ramener les choses à leur place. Le racisme a occasionné 1000 fois pire, 10 000, 100 000 fois pire, 1 milliard de fois pire que la Shoah. Il n'y a pas de concurrence victimaire. À ce niveau-là, il n'y a pas de concurrence possible. C'est pas comparable. Même si je comprends parfaitement que quand on est juif, bah évidemment, son drame quasi-personnel, il est supérieur au drame du voisin. Bon, c'est pas d'eux dont je parle. Eux, bien sûr, sont légitimes à faire de leur souffrance la pire souffrance de toutes. Mais je parle des autres, qui manipulent. Enfin, tout le monde manipule un peu dans toutes ces histoires. Bon, nous, on va essayer de remettre de l'ordre là où il y a du désordre. Donc, le terme achromatique, je vous ai déjà dit qu'il était essentiel. On ne peut pas parler de manière positive de l'achromatisme en disant blanc, on est affirmatif, on parle de manière positive de quelque chose qui est. En disant le coderme, on parle de quelque chose qui est.
vanilloderme ou ce que tu veux, tout ça. Voilà. Non. C'est quelque chose qui n'est pas. C'est une absence. C'est un A privatif de quelque chose qui est le chromatisme. C'est ce qui est. Donc il faut nommer les choses conformément à ce qu'elles sont. L'achromatisme est l'absence de mélanine. La phéomélanine présente dans les achromatiques n'est pas non plus une chose positive puisque il a été largement démontré par des scientifiques achromatiques que cette phéomélanine était in se, en soi, cancérogène, avec ou sans soleil, avec ou sans. C'est un poison. Donc ce n'est pas quelque chose de positif. On ne peut pas se dire je suis waouh achromatique. C'est dire cela, ou je suis blanc, ou je suis leucoderme. Ou... Non, on ne peut pas dire rien de tout cela. On peut juste dire aïe, je souffre d'achromatisme. C'est tout ce qu'on peut dire en étant objectif. Le racisme ne repose que là-dessus. La capacité de pouvoir reconnaître son achromatisme. Quiconque se définit comme blanc est raciste. Le fait de se dire blanc, c'est du racisme. Tu vas comprendre. Nous allons écouter un homme brillant, brillantissime même. Hein. Il s'appelle Yves Coppens. Donc tu as dû entendre des extraits de ses propos. On va commenter tout simplement. Yves Coppens, bonsoir. Bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Oh, mais c'est un bonheur. Vous êtes paléo-anthropologue, vous êtes le papa de Lucie que vous avez découverte avec toute votre équipe en 1974. Nous avons fait appel à vous ce soir parce que depuis 30 ans, vous colportez une parole dont le sens n'est pas forcément relayé. C'est un petit peu comme si cette vérité était taboue. Tous les hommes et les femmes qui vivent sur cette terre, Yves Coppens, viennent-ils de la même souche? Absolument, absolument. Tous les premiers hommes sont apparus en Afrique, et depuis les premiers hommes, on considère qu'il y a eu 100 milliards d'êtres humains sur la Terre. Et les 100 milliards, comme bien sûr les 6 milliards d'hommes d'aujourd'hui, viennent tous de cette souche, de ce berceau tropical et africain. Tous nos ancêtres étaient africains. Tous nos ancêtres étaient africains. Nous sommes tous africains, Karine. Bah oui, moi je le sais en revanche. Ça veut dire que tous nos ancêtres... Je suis comme vous, je suis comme vous. Ça veut dire que tous nos ancêtres, Yves Coppens, en Afrique, il y avait du soleil, tous nos ancêtres étaient noirs? Alors, tous nos ancêtres étaient certainement bruns, parce que, étant donné l'ensoleillement de l'Afrique, et étant donné probablement la peau nue qu'ils avaient il y a 3 millions d'années, ils ne pouvaient pas être autrement que bronzés. Tous les ancêtres des Danois, des Espagnols, de tout le monde, etc., étaient noirs. Oui. Pourquoi ça ne se sait pas, à votre avis? Vous le dites, vous, depuis 30 ans. Ben oui, mais ma petite voix ne porte pas suffisamment. J'ai une voix confidentielle. J'imagine la tête du monsieur hyper raciste qui est en train de regarder, qui fait non, pas vrai. Oula, demain, vous allez avoir du courrier. Yves Coppens, en fait, les humains, enfin les préhumains, sont partis dans différentes directions depuis l'Afrique. Et puis, pour s'adapter au climat, pour s'adapter à leur environnement, ils ont déterminé des traits qui étaient le plus adaptés, c'est ça? C'est ça, c'est-à-dire que les humains, à partir de 3 millions d'années, à partir du moment où ils ont eu la culture, à partir du moment où ils ont eu la conscience, tout ça, ça a 3 millions d'années. Petit à petit, se sont déployés et ils ont atteint d'autres climats
et petit à petit se sont adaptés à autre chose. Par exemple, pour aller en Asie, ils ont dû traverser des montagnes très très hautes, très ensoleillées, et donc petit à petit, leurs yeux se sont adaptés, c'est ça? En effet, l'œil bridé pourrait être dû à une sélection naturelle. Il a dit, donc là je coupe, pourrait être dû. Non. Il emploie donc le conditionnel. Hein. Il n'est pas affirmatif là. En aucune façon, les yeux bridés ne sont relatifs à une tentative naturelle de combattre la réverbération ou quelque chose comme ça. Ça, c'est pas du tout ça. Non, c'est faux. C'est absolument faux, ça. Tous les hommes sont des homo sapiens. Ah oui, comme je dis souvent, celui qui prend cette vidéo en cours ne comprendra rien. Donc au minimum, il faut aller regarder Genesis 2.0 pour comprendre celle-ci, ou sinon ça ne marchera pas. Donc tous les hommes sont sortis d'Afrique et sont noirs. Cependant, tous ne sont pas négroïdes. Tous les phénotypes sont dans l'homme noir, dont le phénotype mongoloïde qu'on retrouve chez ceux qu'on appelle les Bushmen. Ils ont les yeux bridés, ils ressemblent à des Asiatiques, ce sont des Noirs. Et c'est ce phénotype-là qui finira par donner les Asiatiques qui semblent être une race en soi. Mais non, ce sont ces mêmes phénotypes venus d'Afrique qui se sont déplacés. Et d'autres phénotypes se sont aussi déplacés. Tous les phénotypes se sont déplacés. Tous. Sortis d'Afrique. Bon, je poursuis. De ceux qui avaient la capacité d'accommoder plus que d'autres, parce que chacun sait qu'à de fortes altitudes, la luminosité est insupportable. Et comment est-on passé du noir au blanc? Là aussi, c'est un gradient de couleur, un gradient de coloration, c'est-à-dire qu'avec moins d'ensoleillement, on avait nécessité d'avoir une peau avec un écran moins fort pour que la synthèse de la vitamine D, qui est la synthèse de croissance, puisse se faire. Donc par sélection, ceux qui n'avaient pas la vitamine D, donc les plus noirs, sont restés soit en Afrique, soit se sont éteints. Et ce sont les de plus en plus blancs qui ont pu survivre. C'est une sélection qui s'est faite du noir au plus clair. Si on a un écran de mélanine là où il n'y a pas beaucoup de soleil, la vitamine D ne se synthétise pas et on ne grandit pas. Ah. Et du coup, ça gêne évidemment la croissance et le développement de population. Donc Alors ça, je dis non. Je l'ai déjà dit. J'ai déjà dit que c'est à partir de la découverte dans les squelettes d'Homo sapiens et d'hybrides Homo sapiens qu'on a pu déterminer qui était achromatique et qui était noir. Si dans l'ADN on découvrait les deux gènes SLC 24A5 et SLC 45A2, gènes qu'on ne trouve que chez les achromatiques, alors c'est que les squelettes étaient ceux d'achromatiques. Or, on n'a pas trouvé ces gènes sur des squelettes vieux de plus de 8000 ans, auquel cas on a déterminé que ce phénomène qu'il décrit là aurait eu lieu il y a 8000 allez, grand maximum une dizaine de milliers d'années. Ça, c'est pas cohérent. Pourquoi ? Parce que la période la plus terrible d'un point de vue climatique était antérieure à cette période décrite. La dernière glaciation a commencé
il y a 115 000 ans et s'est arrêté il y a moins de 12 000 ans. Donc, si les hommes, donc les Noirs, avaient dû perdre leur couleur, c'eût été à cette période critique. Ça, c'est le premier point. Il n'y avait pas de raison de commencer de devenir blanc en théorie. Hein. C'est encore parce que blanc est positif qu'on pense comme ça, comme si c'était d'une race. Il n'y avait pas de raison de commencer de perdre sa couleur au moment du réchauffement climatique. Ça n'a pas de sens. Ça, c'est donc un point. L'autre point, c'est que, comme je l'ai déjà dit à plusieurs reprises, blanc n'est pas une couleur. Il n'y a pas d'homme blanc. Il n'y a que des achromatiques. Et ils sont achromatiques parce qu'ils n'ont pas ou peu de mélanine, la mélanine qui est carbonée, donc teintée. Ils ont de la phéomélanine. La nature n'aurait jamais, au grand jamais, fait le choix de synthétiser un poison. Parce que la phéomélanine est un poison, c'est cancérogène. Voilà. Donc non. Et pire encore, lors du réchauffement climatique. C'est pire encore, puisque là, on a besoin, plus encore, d'avoir son bouclier anti-radiation, comme je l'appelle. Donc ça, c'est absolument pas cohérent. Du tout. Je te l'ai dit, quelle que soit la personne qui parle, hein, il faut toujours rester circonspect. Sur les points incohérents, c'est pas idéologique. On ne doit pas être buté contre une sommité. Alors lui, c'est une sommité, on regardera son CV tout à l'heure, pour des raisons idéologiques. Non, ça doit rester logique. Idéaux et logique ne font pas bon ménage. C'est même une construction oxymorale. C'est un oxymore de dire idéologique. Il n'y a rien de logique dans l'idéo. Bien, continuons. Le blanc pour vous, c'est pas une couleur. Le blanc, c'est une décoloration. Les blancs sont décolorés pour vous. Oui, je suis un décoloré. Yes, c'est là où je voulais en venir. C'est que Yves Coppens est la seule personne achromatique, publique, que je peux considérer comme non raciste. Parce qu'il ne s'identifie pas comme blanc. Il dit qu'il est finalement achromatique. Je suis un décoloré. Le D aussi est privatif, comme le A. J'ai été coloré et j'ai perdu ma couleur. Je suis décoloré. Ce qui est à l'identique que de dire je suis achromatique. Hein. C'est la même chose. Lui le dit. Et il s'agit de Yves Coppens. Vous verrez, on verra tout à l'heure qui est cet homme, hein, pour ceux qui ne le connaissent pas. Mais il sait de quoi il parle quand même là. Il sait de quoi il parle de manière générale. Il sait au moins qu'il est achromatique. Cela est une certitude. Il n'y a aucune race blanche. Il n'y a aucune espèce blanche non plus. Ni race, parce qu'il n'y a aucune race qui existe. Il n'y a eu que des Homo sapiens et des Néandertaliens qui se sont croisés. Et on travaillera tout à l'heure sur ce sujet.
Et quand je dis qu'ils se sont croisés, il y a eu un croisement, donc une hybridation. Et c'est cette hybridation qui a été la cause des plus grands problèmes de l'histoire cosmique. On verra tout à l'heure pourquoi. Donc il n'y a pas de race. Il n'y a pas de Dieu qui aurait produit un homme blanc. C'est faux. Non, non, il y a un Dieu, un seul, un vrai, unique et véritable, qui a produit l'homme, l'Homo sapiens, exclusivement. Et l'Homo sapiens vient d'Afrique. Et donc, il est forcément noir. Quand on naît en Afrique, mieux vaut être noir. Et de toute façon, quel que soit l'endroit sur la planète où on se trouve, mieux vaut être noir parce qu'il y a du soleil partout, me semble-t-il. Il y a des endroits où il fait jour 6 mois, il fait nuit 6 mois, mais il y a du soleil partout. Voilà. Donc, achromatique pu avoir du sens si on avait vécu dans les ténèbres. Là, oui, ça aurait eu du sens. En revanche, du fait même qu'on vive sur une planète ensoleillée et que le soleil est un générateur de radiation, c'est une gigantesque centrale nucléaire, tout simplement, naturelle. Certaines de ces radiations, les ultraviolets, ne peuvent être bloquées ou transformées que par l'eumélanine. Faute de quoi, sans eumélanine, on brûle. Point. Donc le créateur originel n'aurait pas commis d'erreur aussi stupide. Voilà. Donc, continuons. On va même revenir en arrière, là. On va réécouter ce qu'il a dit. Hop. Décoloration. Les blancs sont décolorés pour vous? Oui, je suis un décoloré. Ah oui. Et l'œil bleu, c'était pour ça. Voilà, donc, on va donc traiter cette question avant toute chose. Donc, celui qui n'est, enfin, l'achromatique qui n'a pas atteint le niveau de Yves Coppens est raciste. Il ne peut être que cela. Il est même rebelle à Dieu, le Dieu véritable et originel. Il est un suppôt de Satan. Je vais le démontrer. Oui, oui, un suppôt de Satan. Celui qui se dit blanc, qui l'affirme, est un suppôt de Satan. Il ne peut pas être autre chose. Il prend la place de l'homme, l'homme étant noir. Bon, je vais vous lire qui est Yves Coppens, pour ceux qui ne le connaissent pas. Je vais regarder son CV, j'ai mis ça quelque part. Bon, évidemment, il est dans le Wouzou, mais j'ai pas voulu acheter sa fiche dans le Wouzou. Ça servait à rien, puisque il y a une fiche Wikipédia qui est déjà pas si mal faite que ça. Hop, je décale la caméra pour pouvoir lire. Donc, Yves Coppens, né le 9 août 1934 à Vannes, dans le Morbihan. Donc, c'est un Breton. Un Breton qui doit poser des problèmes à d'autres Bretons qui s'appelleraient Le Pen, toute une famille. À Vannes, dans le Morbihan, est un paléontologue et paléoanthropologue français, professeur émérite au Muséum national d'histoire naturelle et au Collège de France. Son nom est attaché en France à la découverte en 1974 en Éthiopie du fossile d'Australopithèque surnommé Lucie. En tant que co-directeur de l'équipe qu'il a mis au jour avec l'américain Donald Johanson et le français Maurice Tayeb. Alors, la famille de Yves Coppens, son père
Le physicien René Coppens, chevalier de la Légion d'honneur, a travaillé sur la radioactivité des roches et a rédigé de nombreuses notes scientifiques pour l'Académie des sciences. Il était professeur à la faculté des sciences et à l'École nationale supérieure de géographie de Nancy. Donc, il vivait déjà dans un milieu scientifique. De par son milieu familial, il avait déjà une pensée rationnelle et objective. Donc, étude. Yves Coppens est passionné par la préhistoire et l'archéologie depuis son enfance, fasciné par exemple par les alignements des mégalithes de Karnak. Donc, il sait, lui, nécessairement que les mégalithes qu'on trouve à Karnak, en Bretagne, les menhirs, les dolmens, ça a été produit par des Noirs. Lui le sait. Ah bah oui, alors là, la famille Le Pen, elle va se rouler par terre, hein, moi j'y peux rien. Hein. Mais c'est ça le racisme, c'est quand tu te roules par terre parce que tu découvres que Carnac, le truc breton de chez Breton, merde, c'est au bamboula. Ah, oh zut. Alors, en fait, ce qu'il se passe à ce moment-là, c'est la dégradation de la chromatique. Il était sur une sorte de piédestal, à plusieurs niveaux d'ailleurs, et hop, il descend d'un cran. Et encore, et encore, et encore. Et il va descendre plus bas que terre. Je te le dis, je le sais. I know. Ah oui, fatalement. Mais c'est pas grave. C'est pas grave. Il faut accepter les coups. Il faut accepter le réel. Donc, ouais, t'as beau être breton. Oh, les Atao. Ah ben, non. La Bretagne, il n'est pas à toi. Ni les vestiges, ni sa modernité, ni rien. Parce que la planète, t'as rien à y faire, je te l'ai déjà dit. Tu es une incongruité. Rien de plus. Bien. Mégalithe de Carnac, non loin de sa ville natale de Vannes. Très jolie petite ville, Vannes. Hein. Il y a un microclimat toujours là-bas, c'est assez sympa. Il a commencé très tôt à participer à des travaux de fouilles et de prospection en Bretagne. Il obtient un baccalauréat en sciences expérimentales au lycée Jules Simon de Vannes, puis une licence en sciences naturelles à la faculté des sciences de l'université de Rennes. Il prépare un doctorat sur les proboscidiens au laboratoire Jean Piveteau. Jean Piveteau, oui c'est ça. À la faculté des sciences de l'université de Paris-La Sorbonne. Donc, on va pas lire tout son CV, mais en revanche, je vais te lire quelques distinctions. Bah, il a travaillé pour le Collège de France, très réputé évidemment, l'École pratique des hautes études, Muséum national d'histoire naturelle, Université de Bordeaux. Il est membre de l'Académie nationale de médecine, Académie pontificale des sciences, Académie des sciences aussi. Distinction. Il est grand officier de la Légion d'honneur, il est grand croix de l'Ordre national du mérite, il est commandeur de l'Ordre des Palmes académiques, il est commandeur de l'Ordre des Arts et des Lettres, il est commandeur de l'Ordre des Arts et des Lettres, j'ai déjà dit, il est commandeur de l'Ordre du Mérite culturel de Monaco, il est officier de l'Ordre du Mérite agricole, il est officier de l'Ordre national du Tchad. Là. Tu as bien le remercier de quelque chose. Voilà. Donc on n'a pas affaire à un rigolo. Hein. J'ai appris que on avait donné son nom à une météorite. Voilà. Cependant, ces propos dérangent les achromatiques. Alors, c'est là où
les choses commencent à être drôles. C'est que ce matin, justement, je lisais des choses... je lisais des commentaires... sur YouTube d'une de ces vidéos qui s'appelle Yves Coppens, j'ai découvert les origines de l'humanité. Je laisse passer la pub, hop, hop. J'ai un commentaire. Donc, souviens-toi du CV de Yves Coppens, hein? Tu sais qui c'est maintenant. Hein. Ok? Garde ça en mémoire. Voilà les commentaires. Le mec, il sait qu'il y a 3 millions d'années, l'homme est né. Bah voyons. Il a découvert les origines de l'humanité, lui, Coppens. Il est fort le mec. Et surtout d'une extraordinaire modestie. Tout ceci n'est pas plus certain qu'une création spontanée. Les origines de l'humanité sont inconnues. Il a fait que reprendre les travaux de chez Conta Diop. Pour un roman, oui, il y a des imaginations chez ce pathonotologue, mais pour la science et la vérité, il est vraiment très très loin. Ah ouais, quand même, le type il est au summum de la science. Voilà, bon bref, tu vois, c'est que quand tu commences à dire des choses qui déplaisent à l'ordre établi finalement, mais pas que, hein, qui déplaisent, faut que tu vois les choses du côté gauche, c'est-à-dire dans la mémoire cellulaire, qui commencent à déplaire à notre ami Néandertal qui vit encore et toujours dans les gènes des individus. Tu comprends? La pulsion qui existe, cette pulsion, et c'est comme ça qu'il s'exprime, hein, c'est comme ça que s'exprime la mémoire génétique, c'est des pulsions émotionnelles, des pulsions de colère, c'est très émotionnel. C'est pas quelque chose de rationnel du tout. Je te l'ai dit, hein, moi-même j'ai des gènes de Néandertal, et à l'âge de 4 ans, je voulais prendre un super taxi que j'adorais, qui était une Peugeot 404 noire, à bande jaune et noire, et j'étais, moi, hyper raciste, sans le savoir. Hein. Et quand j'ai vu que c'était un Africain qui était au volant, j'étais pris par une bouffée de haine pure, j'aurais pu le tuer, tu vois. Donc le racisme, c'est ça, c'est quelque chose de génétique, et qui se manifeste par pulsion. Et cette pulsion est la pulsion, je te l'ai déjà dit, de Néandertal en soi. J'en ai du Néandertal en moi. Donc, I know what I'm talking about. En tout cas, tu vois, c'est pas rationnel. Donc, je te disais, ouais, il faut que tu réfléchisses bien à toutes ces choses qui relèvent de l'irrationnel et du pulsionnel. Je regardais entre hier soir et ce matin. Hier soir, je voyais Marine Le Pen, je crois que c'est hier soir. Hein. Ben, tu sais qu'elle n'est pas blonde. Tu vois ses racines, elle n'est pas blonde. Pas blonde. Elle est châtain foncé, quelque chose comme ça, tu vois. Elle n'est pas blonde. Et je regardais ce matin, vite fait, hein, elle était interviewée, sa nièce, hein, Marion Maréchal, Le Pen, je rajoute Le Pen derrière, hein, Marion Maréchal Le Pen, même topo, fausse blonde, quoi. Je t'ai déjà expliqué dans des vidéos antérieures,
ce qu'était l'Arien. L'Arien est l'aboutissement du fils de Néandertal, qui s'appelle le Yamnaya. Le Néandertal a produit des enfants on ne peut plus illégitimes, qu'on appelle de manière générique les Yamnaya, et dans leur volonté d'exister, tandis qu'ils n'ont pas à exister, ils n'existent pas en fait. Il faudrait que tu reviennes sur mes vidéos sur le sens profond du mot exister. Donc ils n'existent pas. Ils ont fait exister le Yamnaya, ou semi-exister par le viol des femmes Homo sapiens. Et ils ont commencé de s'idéaliser en sélectionnant des phénotypes qu'ils estimaient esthétiques, et ont produit leur aboutissement esthétique qui est l'Arien. D'accord ? L'Arien, c'est le modèle idéal du Yamnaya, qui est lui-même le moyen de subsister du Néandertal qui n'existe plus en tant que tel. Le Yamnaya, c'est un Néandertalien 2.0, quoi. Et ce Néandertalien 2.0, absolument illégitime comme son père, est dans une folie, la folie d'exister, la folie de la légitimité qu'il n'a pas. Il est dans le complexe d'illégitimité. Et tout son monde est porté par ce complexe d'illégitimité. Il oscille entre deux questions. To be or not to be. C'est ça sa réalité. D'accord ? Donc les deux filles Le Pen, là, Marine et Marion, sont des blondes décolorées, ce sont de fausses blondes. Tout comme l'Arien est un faux Arien, c'est une construction, par sélection de phénotypes, comme on fabrique des races de chiens. On sélectionne des phénotypes qui nous intéressent, et on fait se reproduire entre eux ceux qui manifestent les phénotypes qu'on souhaite. Et génération après génération, on finit par obtenir la quintessence phénotypique désirée. C'est exactement ce que le Troisième Reich mettait en place, une sélection de phénotypes dits ariens, pour que ces personnes se reproduisent entre elles, et fabriquer une race. Mais c'est une fabrication. Il n'y a pas de race, c'est une création. Donc, au-delà du discours politique, il faut regarder le discours capillaire. Il y a un discours capillaire qui pèse beaucoup plus lourd que le discours politique. On se fout royalement du discours politique. Le discours capillaire dit tout. On a bel et bien deux femmes avec une même idéologie. Peut-être que la petite, elle est encore plus que sa tante, mais montre au public l'image des Ariennes, aussi artificielles que les Ariens qui semblaient naturels, mais qui sont évidemment artificiels. L'artifice, il est direct, décoloration des cheveux. Et elles mettent ça en avant. Et ça vaut plus que leur discours, ça. Et ça en dit long sur l'état de la France, tu vois. Je te dis, toute personne acrobatique, qui se définit comme blanche, ou appartenant à la race blanche, etc., est hautement raciste.
mais à un point inimaginable, puisqu'elle se définit comme blanche alors qu'elle ne l'est pas. Elle s'affirme là où elle devrait s'infirmer. C'est très grave. Elle se pose sur une place qui n'est pas la sienne, plutôt que de laisser la place au légitime. Donc il y a un conflit. Il y a un conflit entre le légitime et l'illégitime. Et aussi longtemps que l'illégitime s'affirme, par son affirmation de lui-même, il se donne une légitimité qu'il n'a pas. Yves Coppens a eu le génie de dépasser ce trouble mental profond. Il s'affirme achromatique, décoloré, c'est la même chose. Donc, c'est fini pour lui. Enfin, c'est fini. Le combat, la folie est finie. Il a gagné. C'est bon. It's done pour lui. Il a vaincu le racisme. Il a terrassé le dragon. Il a tué le Néandertal en lui. La colère de Néandertal, la vengeance de Néandertal. Il s'est dégonflé quant à l'ego. En fait, il s'est sauvé lui-même. Il n'a plus de problème. Tu vois le bonhomme, il est cool, tu vois, il n'a pas de problème, lui. Les mecs, il faut qu'ils écrivent des commentaires, là. Ils ont beaucoup plus de problèmes que lui. Voilà, tu vois. Lui, il a fait le bon choix. Donc, je te disais, c'est là que les choses sérieuses vont commencer. Bien. Assurément, la science l'a démontré à 1000 reprises, les Européens, ainsi que tous les hommes, outre les Africains qui n'ont pas quitté le continent africain, ont tous des gènes de Néandertal. D'autres ont également des gènes de Denisovien. Rien que là, tu devrais déjà te dire, ah, tiens, c'est bizarre. Qu'est-ce qui est bizarre dans cela? Le fait que les hommes ont des gènes de Néandertal et de Denisovien. Denisovien, je mets de côté pour l'instant. Des gènes de Néandertal. Qu'est-ce qui est choquant là-dedans? Ben, ce qui est choquant là-dedans, c'est que la loi de la nature, donc le Dieu originel et véritable, ne permet pas que deux espèces différentes se reproduisent. Il y a des cas où deux espèces différentes peuvent se reproduire, produire un hybride, mais auquel cas l'hybride est stérile, ne se reproduit plus, ne peut pas se reproduire. Il n'y a qu'un seul exemplaire qui meurt, qui finit par mourir, et ça s'arrête là. Donc il y a une génération. On prend les chevaux et les ânes, ils forment les mulets. Il y en a un, et il est stérile. On ne peut pas faire un autre mulet. On ne crée pas des espèces comme ça. Wow. C'est la vie qui décide des espèces qu'elle crée. Et elle ne procède pas par hybridation. Ce n'est pas la technique du Dieu véritable. Pourtant, nous devons constater ce qui est. Il y a bel et bien des créatures hybrides qui se reproduisent contre toute loi naturelle. Contre toute loi naturelle. Je
te l'ai dit dans Genesis 2.0 comme dans mes vidéos antérieures, il y a un seul Dieu, véritable et originel, celui qui a produit une seule et unique créature élue pour incarner la vie vivifiante en elle. Cette créature s'appelle l'Homo sapiens. L'Homo sapiens est noir et à tout jamais le serait resté, qu'il neige, qu'il vente ou qu'il pleuve. Parce que qu'il neige, qu'il vente ou qu'il pleuve, fatalement, il y a du soleil. Et nécessairement, on a besoin de se protéger des ultraviolets. Donc, le mélanine fait à minima office de bouclier anti-radiation. Une seule et unique créature véritable, voulue par la vie. Et pourtant, d'autres hominidés sont apparus. Au moins Néandertal et Denisova. Je t'ai dit, s'agissant de Denisova, qu'il était absolument impossible que ces gènes se retrouvent dans les gènes d'Homo sapiens par les voies naturelles. Parce que les vestiges déclarés, je parle des déclarés, retrouvés de Denisoviens sont dans la grotte de Denisova, dans les montagnes de l'Altaï, du côté de la Mongolie, sont 2 molaires, une phalange, 2 molaires, une phalange, et peut-être un bout d'orteil. Mais en tout cas, j'ai vu les molaires et la phalange qui appartiennent à une petite fille de la pseudo-espèce dénisovienne. Ces molaires et cette phalange sont juste démesurés pour une petite fille. Vraiment démesuré. La phalange, elle fait 2 fois la mienne. La molaire, c'est un truc qui je sais pas, c'est énorme, quoi. Donc, à partir de là, on conclut aisément que ça appartient à des géants. Les fameux géants bibliques. Donc, du fait qu'ils furent géants, la reproduction avec Homo sapiens par voie naturelle, elle a intérêt d'être souple, la petite. Si tu vois ce que je veux dire. Donc non, ça c'est absolument impossible. Outre le fait que, je te rappelle que 2 espèces ne sont pas en mesure de se reproduire entre elles, sauf à donner un premier rejeton qui lui sera stérile. Ça c'est dans les lois de la nature. Et pourtant, on retrouve des gènes de Denisoviens dans pas mal d'hommes, hein, notamment en grande majorité chez les Papous, qui en ont beaucoup. Alors, pour ces raisons d'impossibilité par voie naturelle, je te dis que le concurrent direct du Dieu naturel et véritable a produit Denisova et est allé par le biais du génie génétique faire un bricolage, encore une fois, en transférant des gènes de Denisoviens dans des Homo sapiens par le génie génétique. D'accord ?
S'agissant de Néandertal, ce sont les mêmes dieux bricoleurs, enfin dieux, c'est une façon de parler, hein, les mêmes bricoleurs, toujours avec une volonté, et ce qu'il faut comprendre, une volonté de concurrencer le Dieu originel et véritable. L'histoire des tablettes sumériennes, la traduction de Zecharia Sitchin, pour moi c'est absolument bullshit, pour plusieurs raisons que je t'ai déjà évoquées dans des vidéos antérieures. La volonté n'était pas de produire une créature, un esclave, un robot esclave biologique, pour aller descendre dans les mines pour aller chercher de l'or. Ça, oui, pourquoi pas en plus, mais non. C'est éventuellement en plus. Le but véritable est la destruction du projet du Dieu originel et véritable. Son projet qui consiste à s'incarner lui-même dans une de ses créatures, après l'avoir fait évoluer par les modalités qui sont les siennes. Primate, Homo habilis, Homo erectus, Homo sapiens, et enfin, peut-être pas l'ultime, mais le niveau au-dessus, qu'on appellera Homo Deus. L'homme de Néandertal n'est pas une créature naturelle voulue par le dieu de la vie et de la nature, mais bel et bien par une intelligence locale utilisant des moyens scientifiques, du génie génétique. Ce qui permet de le constater, je te l'ai déjà dit, ce sont les bugs multiples qui ont fini par apparaître dans cette créature, et ces bugs, cette façon, cette contrefaçon démontre qu'il ne s'agit pas de la façon du Dieu originel et véritable, qui ne commet pas des bugs pareils, qui fait Néandertal. C'est un gros loupé, quoi. Ça a merdé dans tous les sens. D'accord ? Maintenant, Néandertal a vécu conjointement avec Homo sapiens pendant des dizaines de milliers d'années, sans qu'il y ait de heurts. 60 000 ans en Europe, sans qu'il y ait de heurts. Or, il y a 40 000 ans, les choses se sont passées différemment. Je pense qu'il est peu probable que l'on trouve des Homo sapiens porteurs de gènes de Néandertal vieux de plus de 10 000 ans, dirons-nous. Pas 10 000 ans. 50 000 ans. 10 000 ans de plus que 40 000. Peu probable. Sauf falsification. Parce que, peut-être que je me trompe dans mes périodes, hein. C'est pas impossible, ça peut être plus que 50 000 ans. Mais sur la période de 60 000 ans où Néandertal et Homo sapiens vivaient sur la même planète et que les choses se passaient sans guerre, à mon sens, c'est que Néandertal ne buguait pas comme il a bugué après. Et c'est parce qu'il s'est mis à bugger totalement, qu'il est devenu totalement défaillant, et que son concepteur a voulu le préserver, qu'il a dû modifier encore une fois sa génétique,
Cette fois-ci, non pas pour corriger ces bugs parce qu'il en était incapable, il s'est rendu compte que ça n'allait pas fonctionner, mais pour le rendre compatible à la reproduction avec Homo sapiens. C'est-à-dire que là, il s'agit véritablement d'un double crime, un triple crime. Premier crime d'avoir produit des créatures vivantes portant conscience de soi sur la planète. Premier crime. Deuxième crime, les avoir rendus fertiles. Alors là, ça va contre toutes les lois de la nature. Et troisième crime, c'est de les avoir rendus fertilement compatibles d'avec Homo sapiens. Donc c'était un droit au viol qui a été ouvert. Puisqu'il n'était pas possible de corriger les bugs de sa sa production concurrente du dieu originel, eh bien la seule voie consistait à le rendre fertilement compatible avec Homo sapiens, pour produire les fameux Yamnaya, autrement appelés hommes blancs. Voilà. À méditer. Et tout ceci, toute cette histoire explique totalement le présent, hein, et explique totalement les réactions de ces fameux hommes blancs qui ne le sont pas, qui sont juste achromatiques. Ainsi, si tu n'es pas achromatique, si tu es un noir, mieux encore si tu es un homo sapiens, un vrai, 100% homo sapiens, et que tu es confronté à un achromatique, tu pèseras le danger qu'il représente pour toi par son racisme, selon qu'il accepte de se définir et se reconnaître et se définir comme achromatique, ou s'il persiste et signe à s'affirmer blanc, contre toute évidence. L'homme blanc est la folie du Néandertal, produisant le Yamnaya par viol des femmes Homo sapiens. Maintenant, je vais te lire une réponse que m'a donnée une femme guerrière, avancée, à la manière de Yves Coppens, puisqu'elle est achromatique. Donc j'ai fait une petite vidéo hier pour le commentaire qu'elle avait laissé. Elle m'a répondu. Eh bien, merci de reconnaître la guerrière en moi. Un partage, entre autres, à tous et à toutes mes congénères, colorés ou pas. Oui, se connecter au féminin sacré en moi me libère. Je le sais, parce que je l'ai ressenti grâce à mes apprentissages. La femme puissante, entre guillemets, à l'intérieur de moi n'attend que moi. Elle est dans mes os, elle est mes os, mon sang, mon héritage. En la libérant, je libère ma force et mon pouvoir. Et là, le Néandertal n'a plus aucune chance. Et il le sait très bien. Je précise, mais vous le savez déjà, que le féminin sacré est en chacun de nous. Belle journée à tous. Et oui, puisque, comme je disais, ce ne sont pas les hommes homo sapiens qui sont allés violer les femmes néandertales. Il faut vraiment que tu regardes à quoi ressemble un néandertalien, quand même. Oh.
quand même. Non, ce sont justement les mâles néandertaliens qui, face à leur déclin, et notamment du fait qu'ils aient perdu leur poil et que leur peau achromatique fut mise à nu, et donc sous les assauts des rayonnements solaires, qui était une brûlure insupportable, hein. Ils n'avaient pas encore le correctif. Sont allés chercher le correctif en violant les femmes Homo sapiens qui sont arrivées dans cette région qu'on appelle le Caucase, il y a une quarantaine de milliers d'années, après avoir tué les mâles. Donc il s'agissait de la première guerre de masse, qui était une guerre pour la tentative de survie de la non-espèce appelée Néandertal. Et le seul moyen pour lui de survivre était de survivre en croisant sa génétique avec une génétique parfaite, parce que voulue par le dieu de la vie et non pas par un bricoleur. Ça a donc produit un hybride, le fameux Yamnaya, l'homme blanc, là, l'homme moderne. Lui, il s'appelle l'homme moderne. Le fameux homme moderne, qui n'est rien de plus que la projection de Néandertal. Par voie de conséquence, l'éternel féminin était chargé quasi exclusivement de femmes Homo sapiens violées. Je pense que les femmes néandertaliennes, n'étant pas capables de garantir une descendance viable, ne produisaient que des néandertaliens qui étaient beugants, n'ont pas dû faire long feu au fond. Donc le producteur ou les producteurs de Néandertal savaient que leur petit bricolage à la con allait nécessairement violer les Homo sapiens, femmes. Et ils leur ont donné les moyens, en les bricolant de nouveau, pour les rendre fertilement compatibles. Ils leur ont ouvert la porte. Et c'est ce qu'ils ont fait. Donc l'éternel féminin est composé, pour ainsi dire, que de femmes Homo sapiens. Essentiellement. Plus les filles du croisement, des hybrides. Donc, des femmes Homo sapiens sont violées, de là naissent des garçons et des filles hybrides. Les filles hybrides portent la génétique, en grande partie, des Homo sapiens. C'est en ce sens que l'essentiel de l'éternel féminin a en mémoire le drame des femmes Homo sapiens. Et c'est en ce sens qu'il est plus facile de travailler sur des femmes achromatiques que sur des hommes achromatiques. Parce que les femmes achromatiques sont raccordées à la mémoire supplémentaire éternel féminin, et par l'empathie de cette union, sont plus facilement des Homo sapiens que ne le sont les mâles, les hommes. Les hommes achromatiques. Hein. Voilà. J'espère que tu as compris tout ce que j'ai dit. C'est un peu complexe pour celui qui n'a pas suivi les vidéos antérieures. Hein. Celui qui a suivi, pour lui, les choses sont assez claires. Si tu n'as pas compris, tant pis. Tu comprendras le moment venu. Salut.